Merci de nous rejoindre sur TV 78 pour une émission réalisée en direct dans le cadre de la nouvelle édition du Sky Business Day en ce 25 novembre, 6e édition du Sky Business Day, une convention d'affaires toujours organisée par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec pour objectif de permettre aux entreprises de développer leur réseau, de mettre en place de nouveaux partenariats. Et nous allons justement profiter pour aborder au cours de la prochaine heure le sujet du collectif. Jouer collectif pour être plus performant, c'est la thématique de cette émission et j'accueille en plateau tout d'abord Bernard Flamand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Convergence. Avec vous également Olivier Poisson. Bonjour. Vous êtes le fondateur directeur de Dévéléance. Bienvenue également. Et Christophe Rampon. Merci d'être venu pour cette émission. Directeur général de Génaris, je vais y arriver. Groupe. Voilà nos trois invités pour aujourd'hui. Et pour bien illustrer la thématique dont nous allons parler, regardons ensemble une courte vidéo. C'était en août 2014 lors du relais féminin 4x400 mètres au championnat d'Europe. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. C'est énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Et cette victoire donc de la France en 2014 qui nous prouve deux choses, ne jamais s'avouer vaincu forcément, mais aussi que la victoire s'obtient par la force du collectif. Alors justement, Bernard Flamand, président de Convergence, réseau associatif de TPE-PME dans les Yvelines et l'Essonne. Vous vous étendez sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc, le plateau de Saclay. Ce collectif, justement, comment vous le mettez en forme? Comment vous fonctionnez pour initier tous ces projets collaboratifs entre les entreprises de ces territoires? Eh bien, on se réunit régulièrement. Je pense que le tempo est important. Il faut qu'il y ait vraiment des échéances bien établies. Donc on se réunit régulièrement, on échange. Les plus anciens aident les plus nouveaux, les plus récents. Échange d'expérience sur les problèmes de management, sur les problèmes de recherche de subventions, sur les problèmes de crédit d'impôt recherche, de crédit d'impôt innovation, et sur comment passer les moments difficiles, comme par exemple cette crise. Donc on s'est resserré pour passer des épreuves compliquées. Et dans la liste que vous avez citée, on a aussi le club des entrepreneurs de Jouy, qui vient élargir un peu notre groupe. Donc on va chercher hors de notre ville, en fait, dans le territoire des Yvelines, d'autres partenariats avec d'autres clubs d'entrepreneurs qui ont la même approche. Convergence représente quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de TPE, PME qui sont majoritairement sur Saint-Quentin, voisin Montigny, et qui regroupent... on a regroupé en deux thèmes. Un thème qui est la Smart City, d'ailleurs, c'est le nouveau nom de Convergence Smart City, sur des thèmes environnement, énergie, mobilité. Et là, on est en train de lancer un nouveau pôle en cybersécurité, ou plus exactement, comment aider les entreprises à lutter contre les effets des cyberattaques. Donc voilà ce que l'on fait chez Convergence. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis aussi donner peut-être des conseils et puis convaincre ceux qui seraient réticents à jouer collectif, de montrer un petit peu les différents avantages que cela peut avoir. Juste au départ, cette demande des chefs d'entreprise aussi de travailler collectif, de travailler ensemble, elle s'exprime fortement. Ils viennent vous voir pour vous dire je ne veux pas rester dans mon précaré, je veux aller partager mon expérience, pouvoir à travers ce réseau-là me développer aussi. Franchement, c'est la demande. Oui. La solitude du chef d'entreprise. Elle est réelle aujourd'hui, avec le contexte en plus. Elle était déjà réelle avant, et le Covid l'a accentuée fortement.
On a réussi à faire quelques webinars pendant la période de confinement, mais pas autant que ce qu'on souhaitait. Et le redémarrage est beaucoup plus lent que prévu. C'est-à-dire, en fait, on pense que l'activité est repartie, mais beaucoup restent encore à la maison, quoi. Donc tout n'est pas revenu à l'identique. Donc il y a une forte demande de se rencontrer et de jouer collectif. Ouais. Olivier Poirson, votre métier, accompagner les PME, les startups, donc PDG de Develoance, installés à Voisins-le-Bretonneux, vous allez les conseiller, ces chefs d'entreprise, les aider à faire les bons choix, eux qui sont souvent seuls. Ce qu'on vient d'entendre, il y a souvent cette solitude du chef d'entreprise, vous la constatez aussi ? Oui, alors je crois qu'elle est admise maintenant par tout le monde, cette fameuse solitude, en tout cas pour les entrepreneurs, au sens qui sont à la tête de leur propre entreprise. Et c'est une vraie difficulté. Et puis lorsque vous fermez tout, vous fermez l'activité, et puis que on vous renvoie vos salariés chez vous, et puis forcément vous êtes confronté à une foule de problèmes nouveaux que vous n'avez pas forcément imaginé, anticipé. Donc vous êtes à la recherche de solutions. Et les solutions, on se regarde les uns les autres, entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise, pour dire face à ce problème, c'est ce qui se passe avec les entreprises dans le réseau Convergence. Et on se regarde, alors comment on fait face à cette situation hors norme qu'on ne connaît pas. Et là, pour le coup, on a besoin finalement d'être collectif dans le fait de trouver des idées nouvelles pour des problèmes nouveaux qu'on n'avait pas forcément imaginés, qui s'imposent à nous et dont l'enjeu, c'est quand même la survie de nos entreprises. Donc, c'est pas un petit sujet. Et aujourd'hui, une entreprise qui se replie sur elle-même est une entreprise qui se met en danger. Donc, il faut quand même avoir bien ça présent à l'entreprise. Et pour un entrepreneur, souvent, c'est pas toujours facile de sortir de chez lui, de s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pas toujours naturel pour tout le monde. Et plus ils sont experts techniques et moins c'est naturel. Et pourtant, ça fait partie du job de chef d'entreprise de savoir s'entourer, d'aller regarder à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on monte son entreprise, on n'a pas forcément la logique de se dire il va falloir que justement je m'ouvre tout de suite à l'extérieur. On vient vous voir une fois qu'on est face aux difficultés ? Pas nécessairement, parce que en fait, les difficultés, généralement, c'est pas toujours un sujet dont on s'ouvre comme ça facilement, et puis on fait une recherche sur Internet, et puis on va dire non. D'abord, le premier secours, c'est l'expert comptable. C'est l'homme de confiance par essence qui est présent au niveau des chiffres, qui connaît les procédures. Mais la difficulté des entreprises, au départ, c'est un problème d'adéquation de l'utilisation des ressources dont elles disposent. Et donc, quand on parle de ressources, ce sont les ressources financières, les ressources techniques et les ressources humaines. Et c'est la façon dont vous les utilisez. Et là, vous allez sur un terrain de stratégie. Est-ce que j'ai la bonne stratégie, l'utilisation de mes ressources, dans un contexte où, en plus de ça, je dois faire face à des crises? Comment je dois redéployer mes ressources, dans quel ordre, pour pouvoir assurer la survie de l'entreprise, parce que ça a été souvent le cas pour beaucoup d'entreprises ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent ? Comment développer ce réseau ? Comment ouvrir son capital ? Comment devenir une franchise ? Développer son business ? Alors, un peu de tout. Déjà, c'est difficile de répondre à cette question parce que chaque entreprise est particulière, donc il n'y a pas une réponse unique face à ça. Mais je dirais que pour commencer à regarder un peu le problème, faut s'intéresser, c'est quoi qui constitue mon métier ? C'est les savoir-faire de l'entreprise qui vont faire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je délivre à mes clients, pour qui, quels bénéfices ça leur apporte, comment je maintiens un avantage concurrentiel. Et ça, c'est dans le métier, dans les savoir-faire intrinsèques de l'entreprise qu'il faut aller fouiller. Et c'est ce qui constitue la base. Et bien souvent, et ça donne lieu à des entreprises qui coopèrent ensemble, comme chez Bernard ou chez Christophe, qui, elles, pour le coup, c'est un conglomérat finalement en quelque sorte d'entreprises qui vont réunir ce qu'elles savent très bien faire pour pouvoir proposer, parce qu'elles n'ont pas forcément la puissance de feu d'une entreprise beaucoup plus grande. Et là encore, ce sont aussi des choix de stratégie, de dire je n'ai pas forcément vocation à internaliser telle ou telle compétence, donc où je vais la chercher à l'extérieur, une autre entreprise qui est en capacité de coopérer avec ce que je sais faire pour aller plus vite, plus grand, plus loin. Christophe Rampon, directeur général de Genaris Group, où c'est un peu différent, vous fonctionnez sous le modèle du cluster déjà, installé à Guyancourt. Vous nous expliquez déjà en quelques mots comment vous fonctionnez, vous regroupez 12 TPE-PME, c'est ça ? Tout à fait. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Ça a été le constat de dire qu'une TPE-PME, seule, elle a des ressources limitées et elle doit, par rapport à sa stratégie de développement, se focaliser, les mettre sur sa valeur ajoutée par rapport au marché.
Et le principe du cluster, alors maintenant le mot est un petit peu pris une autre connotation grâce au Covid, mais nous, l'idée est née après la dernière crise automobile pour avoir une meilleure résilience justement des PME, TPE qui avaient été particulièrement touchés. Et ce modèle cluster, c'est des modèles qui existent dans d'autres pays comme en Asie, d'autres choses. C'est un benchmark qui avait été fait. Et globalement, ça consiste à se réunir un certain nombre de sociétés où chacune est non concurrente entre elles, mais ensemble, on va pouvoir, sur chacun de nos expertises, avoir une offre plus précise, plus pointue pour nos clients. Donc ça favorise le développement du business en commun, mais aussi à utiliser ces ressources que sur ce qu'on doit se développer et pas se focaliser parce qu'un client nous demande d'aller à un endroit, on va mobiliser nos ressources d'entreprise, nos ressources humaines, pas au bon endroit, recruter des gens c'est long, alors qu'en fait avec un partenaire qui est très bon dans le domaine, et ben à plusieurs, on va être meilleur vis-à-vis de nos clients. Voilà, ça permet d'avoir des parts de marché, d'obtenir des parts de marché qu'on n'aurait pas eues. Voilà, c'est des parts de marché qu'on n'aurait pas eues et que oui, qu'on n'aurait pas eu complémentaires. Par contre, on ne doit pas se substituer 100% du business de l'entreprise doit être fait à travers le cluster. C'est un complément, je dirais, de prestations qui peut être obtenu par ça. Il faut un équilibre. Après, si on est dépendant après du groupement, ça ne va pas non plus. Voilà, donc c'est un équilibre entre la complémentarité et puis sa stratégie individuelle. C'est un accélérateur économique, ce sont les mots qui conviennent le mieux. Exactement, et commercial. En vous écoutant tous les trois, on comprend bien aujourd'hui que pour les TPE-PME, rester seul n'est plus une option. Les chefs d'entreprise doivent échanger entre eux, faire les bons choix, travailler ensemble. Donc, je vais vous reposer la question et forcément, l'actualité nous y oblige aussi. La situation Covid, est-ce que ça a rendu ce constat encore plus vrai aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez constaté? La situation de crise Covid, celle qui est passée et l'éventuelle vague qu'on nous annonce encore aujourd'hui, malheureusement, en ce jour de Sky Business Day. La réponse est oui, on l'a constaté. Enfin, on l'avait déjà constaté et on le constate encore plus, à nouveau, je veux dire. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le niveau, la nature des échanges a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait avant des sociétés qui venaient nous présenter leur savoir-faire et qui voulaient absolument faire du push sur leur savoir-faire. Et lors de cette crise, ils se sont intéressés à d'autres choses, comme par exemple le faire savoir, la partie commerce, la partie marketing, c'est-à-dire comment je fais pour faire rentrer du chiffre d'affaires dans cette période compliquée. Et là, les échanges ont été d'une autre nature. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de technique ou d'agrégation de services pour faire une offre globale, on a parlé de complémentarité entre celui qui sait travailler, qui a le métier, celui qui sait le vendre. Et les comptables nous ont expliqué la notion de besoin de trésorerie, le BFR, les choses comme ça. Et beaucoup ont été surpris de voir qu'on pouvait juste mourir parce qu'on avait une croissance trop rapide, par exemple. Donc c'était des sujets on est sorti du cadre. On a une vision beaucoup plus globale. Et je pense que c'est un effet positif de cette crise, c'est qu'on a ouvert un peu, ils ont ouvert leur chakra, ils ont ouvert plus fort. Effet positif aussi, vous partagez cette analyse par rapport au sujet. Complètement. En fait, je pense que le Covid a eu un effet loupe énorme et un accélérateur de beaucoup de prise de conscience sur tout un tas de sujets. Et donc, une entreprise, par essence, elle vit parce qu'elle s'insère et elle s'intègre dans un écosystème, dans son commerce, dans son secteur d'activité. Et ça a amené beaucoup d'entreprises à se réinterroger sur ce qu'elle proposait, puisque certains secteurs d'activité, quand ça s'arrête, et puis ils sont eux-mêmes en difficulté. Donc vous, à un moment donné, vous avez quand même encore des factures et des salaires à payer. Certes, nous avons été très bien aidés par l'État qui a mis des dispositifs pertinents et efficaces, mais il faut aussi, à ce moment-là, commencer déjà à préparer la sortie de crise très en amont, et donc c'est se réinterroger quelque part sur la configuration de son activité. Est-ce qu'un secteur d'activité qui est sinistré, tous les secteurs d'activité n'ont pas été non plus totalement sinistrés. Donc c'était énormément à nuancer. Mais en fonction de votre profil de société, d'activité, vous êtes plus ou moins exposé. Et à un moment donné, vous réinterrogez ce que je disais tout à l'heure, vos savoir-faire pour dire, finalement, ce que je sais bien faire, à qui finalement ça peut être bénéfique. Et pour certains, c'est une prise de conscience qui leur permettra aussi de diversifier les secteurs d'activité, donc de réduire les risques d'exposition à un secteur d'activité qui peut être en difficulté. Donc on repense littéralement la façon dont on opère son activité et ça, pour le coup, ça permettra à beaucoup d'entreprises de rebondir plus fort et d'être beaucoup plus solides aussi par la suite. Alors il y a plein d'autres problèmes à résoudre, mais en tout cas, déjà, on entre dans un mode de raisonnement qui est vertueux.
En la jouant collectif, justement, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que les TPE, PME qui ont joué ce jeu-là dès le début et qui l'avaient intégré avant même la situation Covid ont aussi mieux résisté, en dehors des aides de l'État, bien sûr? Disons qu'il y a un réseau qui est déjà en place. Et moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que je pense que cette crise a été un accélérateur, une prise de conscience pour beaucoup de patrons d'entreprise qu'il faut être plus collaboratif parce qu'on accède beaucoup plus rapidement à des solutions, des échanges d'expériences très opérationnels. Quand vous avez le couteau sous la gorge, quand vous n'avez plus de chiffre d'affaires, vous n'avez plus rien, on vous parle de PGE, comment on le fait, je dois mettre du chômage partiel, comment je fais, etc. etc. Quand vous êtes dans un cluster comme nous, bon, moi, Génaris, on fait partie de BPI accéléré dans le PFA automobile, bon, on accédait en live à ce qui se passait, les dispositifs, des explications techniques. Bien évidemment, tous les chefs d'entreprise qui étaient dedans ont pu bénéficier de ça pour mettre en place immédiatement les dispositifs adaptés à ce qui leur correspondait. Et je pense que ça, bon, quand on a une crise, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout et que c'est bien d'avoir un réseau. On a parlé de l'expert comptable, mais il y a plein d'autres accès qui sont là et on se rend compte qu'on va très vite pour la prise de décision. Parce que dans une crise, la décision, déjà tous les jours, la décision est fondamentale. Dans une crise, elle est encore plus fondamentale et ça aide à faire ça. Nous, ça nous a permis très vite de passer les bonnes pratiques, les bonnes idées. Il y a autre chose qu'on peut illustrer, c'est on est passé en Covid, il fallait continuer la production pour ceux qui avaient du physique. L'écosystème a énormément marché sur Saint-Quentin en Yvelines, des masques, des gens qui sont mis en faire à côté, ça a été relayé, on a fait un club de bonnes pratiques, des gens qui étaient plutôt déjà dans de la chimie ou autre, qui connaissaient bien des bons processus. Voilà, on voit vraiment que le collaboratif est fondamental pour je pense qu'il y a une prise de conscience, une accélération de l'envie de collaboratif. Ça a déclenché aussi un mouvement de solidarité finalement entre les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup d'entraide qui s'est mise en place, parce qu'on avait tous finalement les mêmes problèmes, c'est de faire survivre nos entreprises tout simplement. Exactement. Jouer collectif, un moyen pour être plus performant, c'est la thématique de cette table ronde, de cette émission que nous vous proposons sur TV78 dans le cadre du Sky Business Day. Si vous venez de nous rejoindre, 3 invités sont avec nous autour de cette table. On l'a vu depuis le début avec vous, en fonction des façons dont vous fonctionnez, soit cluster, réseau associatif, conseil aux dirigeants, vous avez pu l'illustrer. J'aimerais qu'on parle peut-être des réalisations peut-être un peu concrètes que vous avez pu mener. Bernard Flamand, par exemple, pour Convergence, il y a 3 pôles. Il y a immobilier, services, entreprises ou particuliers, technologie, innovation avec la Smart City aussi. Qu'ont réussi un peu les entreprises membres de votre réseau? C'est une bonne question. Donc, sur la partie technologie, innovation, en fait, on a souhaité à un moment fédérer un certain nombre de sociétés du territoire pour trouver une solution locale à un véhicule autonome. En fait, sur la partie autonome, il y a en France 2 acteurs majeurs qui sont Navia et EasyMile. Et on a constaté qu'au sein des membres de Convergence, on avait la société Enria qui savait faire le logiciel de pilotage automatique. On avait une société qui s'appelait Control 6 qui savait faire le problème de recharge. Enfin bon, un certain nombre de sociétés qui pouvaient être agglomérées, agrégées pour faire une offre complète globale. Et en ce qui me concerne, j'avais le contact avec la RATP Développement à haut niveau, et donc on a fait venir le responsable RATP Développement et on lui a présenté, non pas dans une structure cluster, mais dans une structure associative, la solution. Et pour poursuivre la question que vous n'avez pas forcément posée, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, RATP voit des compétences complémentaires intéressantes, mais elle a besoin d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui pilote. Et donc la notion de cluster, à mon avis, est plus pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, une des conclusions de cet essai, qui n'a pas été transformé, c'est qu'il faut qu'on puisse peut-être se rapprocher des clusters pour mettre en forme. En fait, si on bosse à 2, on aura plus de chances d'y arriver. Mais on a essayé de répondre ensemble à un appel d'offres important pour, comme je vous l'ai dit, RATP Développement, qui a montré le chemin. Donc on est en train de refaire la même chose dans le domaine cybersécurité, sur la partie assurantielle. On va parler du cluster justement, mais juste, vous êtes vous-même président de Tetrix, société depuis 1993 spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros. Vous, les résultats que vous avez pu obtenir grâce à ce réseau associatif aussi, ça vous a boosté dans votre activité économique ? Alors là, en fait, cette société Tetrix est une société qui est une société de conseil aujourd'hui. Moi, plus exactement, j'étais le dirigeant d'une société qui s'appelle Études Intégrales et qui était dans le domaine automobile, qui a fait la Twizy pour Renault, entre autres, et beaucoup d'autres projets. On a d'ailleurs travaillé ensemble pour des équipementiers français de renom.
En fait, cette société a été liquidée en décembre suite au problème du Covid, parce qu'on avait 60% d'inactivité et la holding a décidé de se recentrer sur des activités beaucoup plus rentables que l'automobile. Donc, j'ai pas vraiment profité, je dirais, de convergence. Je dirais même qu'à la sortie de cette expérience négative liée en partie au Covid, c'est à ce moment-là où j'ai accepté de prendre la présidence de Convergence pour rebondir et en même temps aider les autres à rebondir. Et travailler collectif une fois de plus. Voilà. Parlons de ce cluster. Génaris, c'est un lieu aussi... vous avez créé un lieu, parce qu'on parlait justement de l'interlocuteur unique. Alors vous avez créé un lieu assez inédit pour les réalisations communes de ces TPE-PME. Son nom, c'est Bubble One. C'est un lieu unique sur Saint-Quentin en Yvelines. On a déjà eu l'occasion de le visiter et de vous le présenter sur notre antenne. On va en revoir d'ailleurs quelques images. On y trouve Fab Lab, Open Space, zone de créativité, des bureaux plus classiques aussi. Présentez-nous un peu cette structure qu'on voit à l'image d'ailleurs. De votre côté. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, l'intérêt de Bubble One, pourquoi on l'a créé, c'est que dans le cluster et dans notre manière de délivrer nos prestations, on va bien évidemment de l'idéation, on va faire la créativité avec des prototypes, mais on va faire tout ce qui est ingénierie, mais on va aussi faire la fabrication avec la logistique associée. Donc on se retrouve finalement à avoir une chaîne verticale pour accompagner nos clients, ce qui intéresse grâce à cette agglomération de compétences de pouvoir prendre de l'idée jusqu'au produit. Mais on devait faire cohabiter simultanément différentes sociétés, des startups puisqu'on faisait de l'open innovation avec, nos clients qui faisaient du co-développement, et des manières de travailler qui va de l'intellectuel au physique. Donc c'est pour ça qu'on l'a développé, parce que souvent on va avoir une zone d'activité, on va avoir une zone de bureau, voilà, c'est relativement séparé. Or si vous voulez des boucles d'innovation courtes, vous voulez avoir de la capacité de réactivité, il faut pouvoir avoir à tous les étages passer de la fab au bureau d'études, au Fab Lab, etc. avec des boucles courtes. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce bâtiment, ce qui permettait en même temps d'accueillir l'ensemble des boîtes du cluster pour favoriser la proximité pour avancer, les échanges, et puis offrir une offre assez unique par rapport à nos clients pour les accompagner. Comment ça fonctionne? Les entreprises délocalisent leurs services, travaillent uniquement au sein globalement, de le Bubble One, bâtiment, c'est ponctuel, Voilà, aujourd'hui on parle de flex office. Donc finalement on a été flex office d'avance, mais on est allé très loin. Le flex office on l'a fait pour la production, la logistique, etc. Les sociétés consomment, réservent, je dirais, quelque part le mètre carré utile. Si moi j'ai que des bureaux dans un open space ou je fais qu'un peu de fabrication haute, on va avoir le juste nécessaire en mètre carré. Et tous les autres services sont mutualisés à la carte en fonction de ce qu'on a besoin. Donc il y a une économie d'échelle qui est énorme, parce que souvent une TPE, elle a du mal à se faire une belle cafétéria pour garder ses collaborateurs, elle a du mal à avoir... Voilà, là l'avantage c'est que tout ce qui est commun est mutualisé et chacun a le juste nécessaire pour son activité. Et la logique, elle est pas, je me suis inscrit avec un bail 369 qui vous amène très loin. Aujourd'hui, on voit bien la limite de ça avec les modifications de travail, le télétravail. Là, on a vraiment tout est reconfigurable à la durée, au mois. Donc, on a des startups qui viennent en coworking à la journée, on en a qui viennent à la semaine, on a nos clients qui s'installent au mois, à 2 mois, 3 mois, le temps du projet, et on est capable de reconfigurer le bâtiment en permanence par rapport aux besoins de projet. Voilà, c'est le projet qui guide, et non pas l'inverse. Exactement. Sur le mode la difficulté, ça a été de garantir la confidentialité de chacune des zones. Donc c'est en sens où on a beaucoup travaillé les usages pour pouvoir arriver à ce type de bâtiment. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous visitent pour se dire tiens, on aimerait faire ça dans tel autre endroit. Voilà. Si on parle des réalisations, est-ce qu'on peut citer des exemples de réalisations rendues possibles grâce à ce fonctionnement en cluster aussi, une fois de plus, pour illustrer la nécessité de travailler collectif? Bien sûr. Il y en a quelques-uns qui ont été... où on accompagne Novares. D'ailleurs, on avait fait une présentation commune sur Saint-Quentin en Yvelines quand on avait développé. Donc, c'est un petit forestier. Ils font un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et on a réalisé ce qu'on appelle un démonstrateur, un démo-car, dans lequel on prend une voiture. Eux, ils ne fabriquent pas de voiture. Mais dans lequel ils ont intégré leurs innovations, auxquelles on a rajouté tout ce qui est électronique, tout ce qui est intégration nécessaire pour rapport à leurs pièces. Donc eux, ils avaient une dizaine de startups, le grand compte. On a travaillé d'ailleurs avec Études Intégrales qui nous a fait toute la partie intégration proto dans ce véhicule-là. Et on a fait toutes les... Donc l'ensemble quasiment des boîtes ont bossé dessus. Et ça, c'est un programme pour un programme comme ça, c'est de l'ordre d'1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous prenez pas un programme comme ça quand vous êtes petit, vous pouvez pas vous insérer. Donc ensemble, l'ensemble des membres
plus de l'open innovation externe et notre client, on a pu faire des programmes de ce type-là. On l'a fait aussi pour PSA, maintenant Stellantis, pour le groupe Renault, où on a réalisé ce type de projet. Voilà, donc avec quasiment, on est allé jusqu'à une dizaine d'acteurs simultanément autour d'un projet. Donc, et on arrive à fonctionner comme ça. Par contre, je rejoins, c'est qu'il faut être capable d'avoir une maîtrise d'œuvre qui va coordonner l'ensemble. C'est ce que fait Génaris dans le cluster en animant, de manière à... Parce que ce qui fait que ça marche en collaboratif, je dirais, il faut bien avoir défini les modalités de contractualisation entre chacun des membres, qu'il n'y ait pas de flou par rapport à ça. Et c'est comme ça que ça marche bien. Oui, c'est Voilà. l'exercice du travail collectif passe aussi par une centralisation. Et il faut un chef de file au final. Chef de file. En fait, qui va Il faut accepter substituer... aussi pour un chef d'entreprise de se dire, ok, je délègue en quelque sorte, ou je me mets derrière un chef de file. Pour moi, c'est pas un souci, parce que c'est du business additionnel. On ne ferait pas ça. Voilà, et on a l'occasion d'accéder à un business supplémentaire, en général très valorisant, qui est complémentaire. Si c'est pour faire ce qu'il fait tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. Je suis d'accord avec vous, il va se dire pourquoi je passe à travers lui alors que je peux le faire moi-même. Non, c'est vraiment des projets qu'aucun de nous ne ferait seul, voilà, tout simplement. C'est valorisant pour ses équipes aussi, parce qu'on parle du chef d'entreprise, et derrière, il y a aussi le fait de motiver ses équipes, de les garder, de les fidéliser et de se développer. Ça, c'est un effet qui se coule qu'on n'avait pas vu avec le cluster, avec Gérard Dahl lors de la création, c'est le côté RH. Vous avez un collaborateur, il est dans une activité, il voit tout un tas d'autres activités, ça facilite la possibilité de carrière, d'échange, de se dire, bon, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Non, j'ai plein d'autres choses à faire, et grâce à cet écosystème, on peut rester longtemps et capitaliser sur les ressources chez nous. Nous évoquons depuis tout à l'heure le succès du travail en commun avec ces différents exemples. Je me tourne vers vous à présent. Avec votre société, vous conseillez ces PME, ces TPE à faire face aux bons choix, à s'ouvrir aux autres. Vous leur conseillez de justement aller vers des clusters, travailler en association quand vous arrivez dans une entreprise? Alors, ça dépend des besoins, bien évidemment, mais voilà. En fait, la réponse, encore une fois, je vais faire une réponse pas tout à fait directe à la question, parce que les choses doivent être nuancées. J'aurais envie de nuancer tout à l'heure la réponse de Christophe, parce que tous les chefs d'entreprise, et en fonction de leur métier, de leur activité, ne sont pas forcément destinés à aller travailler en cluster avec d'autres. En plus de ça, vous avez quand même des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, généralement, ça a quand même une certaine personnalité. C'est quand même assez assumé, avec un peu d'ego, etc. Donc il faut quand même arriver à faire cohabiter des gens qui ont des égos, et à un moment donné, tant que les intérêts sont correctement alignés, je dirais, tout va bien, le soleil brille. Mais à partir du moment où il y en a un qui se sent au milieu du groupe, finalement, la cinquième roue du carrosse, et qui ne trouve pas tout à fait son compte, là, ça tiraille. Et quand vous avez des attelages qui sont partis pour des projets tels que la RATP ou des choses comme ça, à un moment donné, vous avez un chef de file, parce que c'est ce que demandent les grands donneurs d'ordre. Mais à un moment donné, quand vous devez faire face à la cohésion de l'ensemble du groupe, là, vous avez quand même des entreprises avec des structures juridiques indépendantes, même si vous mettez des contrats, il y a un moment donné, il faut savoir gérer des désaccords. Alors, les désaccords, ça existe dans une configuration comme celle-ci, mais vous pouvez très bien aussi l'avoir dans une configuration d'une entreprise avec un chef d'entreprise qui a un board, des actionnaires, et pour lequel il faut quand même arriver à se mettre d'accord, parce que là aussi, c'est une façon de jouer collectif, c'est de se constituer aussi un board pour le faire travailler, parce qu'en fait, c'est quoi une gouvernance? Une gouvernance, c'est comment on met en place une organisation qui va permettre de se projeter dans le futur et de réfléchir à des sujets pour après-demain. Ce n'est pas pour des sujets opérationnels. Et donc, c'est les grandes décisions stratégiques. Et là, tout à l'heure, dans votre question, vous parliez de comment on surmonte une crise de Covid et qu'est-ce qui a pu se passer pour un certain nombre de mes clients. Le choix, il a été tout simplement, si je ne peux pas faire du commerce, je vais me concentrer à investir et faire des gains de productivité. Nous, c'est la première axe que moi j'ai poussé très fort. C'est comment peut-on mettre en place des gains de productivité en travaillant différemment, en essayant de se réinventer, en réinventant également la façon dont on peut proposer les offres et à qui, pourquoi. Et tout d'un coup, on dessine une nouvelle stratégie finalement au fond. Donc on va utiliser ces ressources différemment. Donc ça aussi c'est jouer collectif, parce que vous avez les collaborateurs en interne, mais vous avez aussi au-dessus votre board qui va pouvoir faire ça.
Alors après, le jouet collectif plutôt sur des clusters, vous avez certaines configurations d'activité, c'est parfaitement approprié. Vous pourrez avoir aussi d'autres façons de travailler qui pourraient être par exemple un réseau de franchise ou coopératif, associatif. Vous avez différentes formes de coopération qui peuvent parfaitement se mettre en œuvre, mais tout dépend à la base de qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire et en quoi ça peut avoir un intérêt finalement pour enrichir ce que vous proposez, que finalement il faut qu'il y ait un bénéfice pour le client, parce qu'un client il achète un bénéfice plus que la solution technique. La solution technique c'est celle qui est garante du résultat de ce que vous allez délivrer. Mais chaque entreprise, chaque client a un besoin, connu ou pas connu, et des problèmes à résoudre. Et finalement c'est le bénéfice qui va apporter la réponse, et à l'édifice que vous mettez en place, collectif, avec de l'interne, avec de l'externe, des partenariats, où vous allez avoir la réponse la plus pertinente qui va convaincre finalement un client de dire bon bah banco, je signe. Christophe Rampon. Oui, je rejoins. Et en fait, il faut que la stratégie de l'entreprise soit alignée avec le collaboratif. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment s'assurer qu'on est dans cette logique-là avant de se lancer dedans. Sinon, c'est une source d'échec. C'est qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on peut investir. Et moi, je cite un exemple. On va chercher un projet où il y a un gros investissement. On part. Il faut que tout le monde soit capable de le suivre. Si en cours de route, il se rend compte, ah non, mais je ne peux plus, il met en l'air l'équilibre qui a été fait. Voilà, donc il y a une vraie réflexion stratégique avant de se lancer dans ce type de modèle. Et après, il y a d'autres modèles alternatifs, je suis tout à fait d'accord, qui peuvent aller très bien aussi. Il faut vraiment se poser la question de la stratégie et on a un modèle après à mettre en œuvre. Pour ceux qui suivent cette émission, qui s'occupent d'une entreprise et qui se disent il faudrait que j'ouvre mon entreprise, le conseil c'est d'aller prendre conseil, justement, de faire appel à vous, de bien clarifier un peu les choses et puis ensuite se tourner vers réseau associatif et cluster pour développer son business une fois que tout est bien clair. Si je résume, c'est plutôt pas mal comme ça fonctionnerait plutôt bien. C'est pas mal. On peut faire une petite remarque sur l'ego. Allez-y. L'ego du chef d'entreprise. Vous avez été touché au vif. Non, c'est pour ça. Peut-être. Non, mais il est présent, l'ego, vraiment. Et c'est pas facile d'accepter de ne pas être en tête de pont, enfin en tête de gondole. Voilà. Mais en fait, on peut dire que c'est le mieux placé qui emmène les autres dans ce genre d'organisation. Donc ça te permet d'accepter, c'est qu'on n'est pas toujours dans le même ordre. Ouais. Okay. Puis il y en a certains à qui ça convient très bien aussi d'être suiveur. C'est vrai. Mais enfin, c'est la première remarque. En fait, il y en a trois. La deuxième, c'est que la raison pour laquelle il faut une tête de pont, c'est que les clients le demandent. Et donc, si on veut gagner le business, c'est même pas une option, c'est obligatoire. Et quand on challenge ce truc-là en disant, mais pourquoi on vous propose un ensemble de services, pourquoi mettre une structure au-dessus ? À la limite, cette structure va peut-être représenter un coût supplémentaire. En fait, la réponse du grand groupe et l'acheteur en particulier, c'est de dire, oui, mais d'accord, mais en cas de problème, qui est mon interlocuteur et comment je me récupère ? Donc, petite remarque en passant, voilà comment réagissent les donneurs d'ordre un peu balèzes. Et la deuxième ou la troisième remarque, c'est que en France, cet ego est particulièrement présent. Et pour avoir eu une carrière un peu internationale, j'ai pu constater que les Américains se posaient pas trop de questions pour aller chercher un business, parfois même avec un produit pas tout à fait terminé. Mais ils vont chercher le business, après ils réfléchissent. J'ai vu les Allemands chasser en meute, comme on le dit souvent en ce qui les concerne, avec un ego parce que l'ego des Allemands est présent aussi, évidemment, mais ils savent vraiment le rentrer pour aller gagner le business ensemble, quoi. Et après, chacun reprend son... Et je trouve qu'en France, cet ego, souvent, est peut-être un peu trop exacerbé, un peu trop en avant, et nous fait perdre du business, où la constitution d'une équipe, au départ, qui devrait être un gage de succès, finit par être un pugilat, et on peut perdre l'affaire juste parce que les gens ne se sont pas mis d'accord jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord au départ, mais à l'arrivée, au moment du partage d'un éventuel profit, ils peuvent se saborder, quoi. Donc j'ai vécu ça plusieurs fois, et je pense que ça fait partie des choses qu'on transmet dans le cadre de Convergence. Ceux qui l'ont vécu expliquent aux autres qu'un peu d'humilité, dans l'objectif de gagner le projet, c'est pas mal, quoi. Oui, c'est important, c'est ce message-là que vous véhiculez auprès de ceux qui viennent vous rejoindre. Et on a eu l'occasion de le faire. Aussi, oui. Leur expliquer que si on veut marcher sur le plan européen, sur le plan international, il faut mettre son ego de côté. Il faut d'abord gagner, quoi, avant de partager. On en revient à la petite vidéo sportive, la métaphore sportive qu'on a vue tout à l'heure. Exactement, il faut avoir l'envie de gagner. On est des entreprises, si on n'a pas le nerf de la guerre, on ne rentre pas du business. D'ailleurs, la vidéo entre le collectif, Ukraine-Russie, c'était bien chouette.
On aurait pu prendre aussi l'image du match de rugby du 15 de France Oui, récemment, aussi. où ça a été une belle réaction collective d'orgueil aussi. Et on a vu sur un coup d'action, un retournement spectaculaire. C'est exactement ce qu'on a vu également dans la vidéo. Après, il faut bien comprendre pour un chef d'entreprise où est l'intérêt vital de son entreprise. Et quand on se pose correctement la question et où sont les enjeux, eh bien à ce moment-là, on commence à donner des réponses pertinentes. Si je ne suis pas assez gros pour aller chercher un business et que c'est vers là que je veux tendre, donc il faut que je paraisse plus gros que je ne suis, et ça arrive fréquemment avec des gros donneurs d'ordre, eh bien il faut y aller en collectif. Il ne faut pas y aller tout seul, parce que c'est votre crédibilité à pouvoir assumer un projet que les grands donneurs d'ordre vont commencer à vous dire « Oh bah oui, mais attendez, je vais représenter un tel poids de chiffre d'affaires dans votre activité que moi j'ai pas envie de prendre le risque juridique d'être embarqué si vous arrive une catastrophe. » Donc il y a une question de lucidité, de discernement sur les enjeux et le niveau de risque qui est pris dans les choix que l'on fait. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur la façon dont vous travaillez aussi, parce que vous intervenez auprès des entreprises pour les conseiller. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Comment ça fonctionne pour celles qui nous suivent et qui se disent effectivement j'aurais besoin peut-être d'un peu de conseils. C'est très personnalisé, c'est des fois 3 mois, des fois 5 ans, c'est très varié. Voilà, c'est très varié, mais généralement mes interventions ont des effets sur le temps long. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer les conditions d'un développement qui va rencontrer les aspirations profondes d'un chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise, il est pris dans un quotidien, on a parlé de la solitude, mais c'est aussi quelqu'un qui est rattrapé par l'opérationnel au quotidien, qui doit s'occuper des services généraux, qui est l'assistante sociale, enfin, il est multicasquette. Pris au milieu, en plus de ça, d'un certain nombre d'obligations réglementaires. Donc, c'est un rôle un peu particulier et dans lequel c'est pas toujours sa zone de confort. Alors, pour pouvoir redonner de l'élan, de l'énergie pour un entrepreneur, ça passe par essayer aussi de s'autoriser à rêver, de s'autoriser à être ambitieux. Mais comment on construit une ambition finalement ? Construire une ambition, ça suppose de prendre conscience de où sont véritablement ses forces, parce qu'on bâtit un projet de développement sur les forces d'une entreprise. Et les forces, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on maîtrise bien et pour qui c'est pertinent ? Et quand on pose correctement les données du problème, et c'est ce que je fais avec eux, c'est d'abord où vous voulez aller, définissons où nous voulons venir, quel est le niveau de performance que l'on veut atteindre. Et le niveau de performance, c'est pas nécessairement être le numéro 1 de telle ou telle chose. Ça ne se définit pas forcément comme étant je veux atteindre tel niveau de chiffre d'affaires. C'est parfois des critères purement qualitatifs. Donc une fois qu'on a défini un petit peu là où on veut se rendre, eh bien, c'est là que la stratégie va véritablement intervenir. Et donc là, je les aide effectivement, je leur propose la stratégie qui me paraît la plus pertinente en rapport du projet, des potentiels de l'entreprise. Donc déjà, avoir un diagnostic stratégique pour savoir quels sont les potentiels, là on serait plutôt dans la réponse du qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Déjà, commencer à prendre conscience des réels potentiels de développement de l'entreprise et des possibles, et de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et qu'est-ce qui est fait pour moi, et qu'est-ce qui ne l'est pas fait pour moi en tant que dirigeant d'entreprise. Puis après ça, il y a tout le sujet de l'accompagnement, de l'exécution, de la mise en opération de la stratégie pour que ça, après, vienne se décliner, se jouer au niveau des équipes et se mettre en œuvre, et sachant qu'il y a beaucoup de registres sur lesquels il faut agir. J'aimerais que pour les prochaines minutes, pour terminer cette émission, peut-être on fasse tomber une barrière, si elle existe ou pas, vous me le direz. Est-ce que des entreprises qui hésitent à jouer collectif se disent aussi, on parlait d'ego tout à l'heure et d'humilité, la concurrence aussi, est-ce que je me dévoile un peu trop en collaborant avec une autre entreprise qui éventuellement pourrait intervenir sur le même secteur que moi ? Est-ce que ça peut arriver, ça ? Est-ce qu'il y a des craintes comme ça quelquefois qui s'expriment et il faudrait rassurer pour ceux qui ne voudraient pas encore se mettre collectif ? Alors la réponse est oui, il y a une grande pudeur, on va dire. On fait beaucoup de réunions où finalement il ne se dit pas grand-chose parce que on a peur de trop se dévoiler. On a peur de trop se dévoiler. Ouais. Et ça, c'est justement un des points qui a sauté avec le Covid, c'est que puisqu'il y a une notion de survie, cette protection-là n'avait plus de raison d'être. Il n'y a rien à perdre. Si on doit mourir bientôt, autant partager. Et donc l'idée, c'est de garder ça, donc de se mettre en danger virtuellement et de dire rappelle-toi ton comportement en phase de survie et mets le paquet pour aller gagner ton projet ensemble,
plutôt que d'avoir peur d'un concurrent. Fais-le avec lui, quoi. Surtout que souvent, ils sont concurrents et ils sont complémentaires. Ils peuvent être aussi complémentaires, ou ils sont concurrents sur le même sujet, mais le sujet est tellement vaste qu'il y a de la place pour deux, quoi. Mais, ouais, il y a un gros travail d'accompagnement, de démystification. Enfin, on est un peu. Le français reste assez paysan, je dirais. Si c'est pas péjoratif, mais non, mais dans sa façon d'appréhender les choses et sur son précaré. Voilà. Donc oui, j'ai peur d'en dire trop. Donc à une réunion, je dis rien. Et comme je dis rien, du coup, j'enclenche pas la discussion au niveau correct. Et finalement, il n'y a pas de contenu. Donc on finit par dire bon, j'y retourne pas. C'est pas intéressant pour moi. Mais en fait, ce qui est important dans ces clubs d'entrepreneurs, c'est de bien comprendre que on peut en récupérer beaucoup de choses. Mais il faut aussi en apporter. Enfin, voilà, c'est personne n'en apporte, espagnol. Ouais. Ceux qui viennent juste pour prendre, en général, ils restent pas très longtemps parce que ceux qui donnent finissent par se lasser. Oui, forcément. Et au sein de Génaris, même fonctionnement, même réflexion, j'imagine. De toute façon, pour avoir été dans d'autres collaboratifs hors cluster, je rejoins à 100% ce que tu dis. Et effectivement, ceux qui ne veulent pas apporter, ça ne marche jamais, quoi. Donc, ça va marcher les gens qui sont prêts à apporter et donc recevoir. Ça, c'est le point clé dans le... Après, effectivement, moi, c'est naturel un petit peu d'avoir peur de la concurrence et de comprendre les choses. Mais nous, dans le cluster, c'est un peu différent. Ce que nous, on a fait dans le nôtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent entre les personnes d'entrée de jeu, parce que tout simplement, on répond à dans notre manière de faire, c'est plutôt des compétences complémentaires qu'on n'a pas. Donc, par nature, on n'a pas de concurrence entre les membres. Pour avoir été dans d'autres associatifs, moi j'ai travaillé avec des concurrents, il n'y a pas de problème. À partir du moment, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est le business. En fait, on y va à plusieurs parce qu'on va pouvoir en prendre plus. Et à un moment, on peut être avec des concurrents parce que le client, il y en a beaucoup. Il est rassuré qu'il ait deux boîtes dans le collectif qui vont savoir faire. Et si on a une qui est défaillante, il y en a une autre. Il y a toujours de quoi faire ensemble. Il ne faut pas avoir peur. On en revient à la stratégie. Quelle valeur je veux, où je veux aller. Est-ce que je dois être tout seul? Je ne veux pas donner. Je suis le premier. Je veux rien faire. Les gens vont avoir tendance à dire je vais rester seul. Si on n'est pas dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Le collaboratif, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Le projet qu'on a pris ensemble, une partie non négligeable de ce projet, on était concurrents. Oui, et tu aurais pu faire une partie, moi une partie. On a finalement été ensemble. Voilà. Ils auraient pu faire tout seul, mais un peu moins bien sur notre partie. Exactement, à nous, ils étaient meilleurs. On l'a fait avec eux. Ils l'ont fait avec eux. Et le client considérait que vous étiez le meilleur. Et le client était content. Donc nous, on a écouté le client et il nous a dit ça sera eux. Le collectif, allez-y, pardon. Allez-y, on a encore le temps. Je vais prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire que moi, je considère que la concurrence, c'est une bonne chose. D'abord parce que quand on a de bonnes idées, elles sont copiées. On copie les bons, copie pas les mauvais. Ça crée l'émulation aussi. Donc ça crée une émulation. Ça permet aussi de s'ouvrir. On parlait de jouer collectif, mais là encore, c'est une façon aussi de regarder comment les petits camarades de jeu procèdent un petit peu différemment. Et c'est peut-être malin, il y a peut-être des bonnes idées à prendre. Alors, bien sûr, il y a certaines règles du jeu sur la propriété intellectuelle, les brevets, un certain nombre de choses. Enfin bon, on peut quand même aussi être un peu créatif, parce que je pense que dans une entreprise, on a déjà... En étant à la tête d'une entreprise, on a intrinsèquement accepté une notion de risque. Donc la concurrence, oui, bien sûr, c'est un risque. Mais si on commence à regarder tous les sujets comme étant finalement un problème plus qu'un défi, autant rester chez soi. Donc moi, je préfère aller relever des défis plutôt que de me dire, zut, encore un problème à résoudre. Et puis, la concurrence, c'est aussi ce qui permet d'être aussi dans la compétition. Et on ne vit pas tout seul, encore une fois, puisque le sujet, finalement, c'est de dire jouer collectif, mais la concurrence, c'est aussi une façon de jouer collectif. Vous avez besoin d'avoir des adversaires sur votre terrain de jeu. Et je vais même vous dire, quand vous commencez à lancer, vous avez une idée géniale. Aujourd'hui, vous êtes au tout début, le marché, il n'existe pas forcément. Mais quand vous êtes tout seul pour lancer ça, évangéliser, le faire connaître sur un marché que vous êtes tout seul, il vous en faut du temps et de l'énergie pour ça. Et si vous commencez à être plusieurs, tout d'un coup, vous allez plus vite. Et tout de suite, vous avez un effet d'accélération au niveau du marché, vous faites émerger. Et bien, finalement, dans ce cas-là, ça commence à devenir tout à fait vertueux quand on regarde la concurrence comme ça. Jouer collectif, un moyen pour être plus performant, c'est la thématique de notre table ronde. Je vous en prie, j'allais passer un petit tour de table pour conclure, mais je vous en prie. Juste pour rebondir sur la concurrence,
Peut-être que Ntamak n'aurait pas été aussi performant s'il n'y avait pas eu Il Jalibert. était dans son égo, hein. S'il n'y avait pas eu Jalibert en concurrence. C'est juste pour illustrer. Bon, en passant. Une bonne illustration. Ouais, voilà. Bon. Alors, pourquoi jouer collectif? Ce sera la dernière question pour ce tour de table. Si vous deviez convaincre un chef d'entreprise d'aller jouer collectif, vous lui diriez quoi en quelques mots? Va jouer au rugby. Un peu. Tu vas comprendre. C'est vrai. Ou va écouter Camille Lacour, qui a fait un super... Oui, en ouverture de ce ouais, Sky bon, c'est pas Business Day très hier collectif soir. la natation, même, Non. malgré les relais. Oui. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut vraiment croire en son projet, y aller à fond. Et on y arrive mieux à plusieurs, quoi. C'est pour ça que la garde belge est à cheval. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. C'est un accélérateur. Pour moi, c'est un accélérateur et partage d'expérience pour la personne. Il n'y a pas de problème. Il pourra que gagner. Et le mot de la fin? On n'a jamais raison tout seul. Donc il faut partager ses idées, les tester. Donc forcément, il faut s'ouvrir vers l'extérieur. Donc le collectif, c'est le quotidien. Puis on ne crée pas une entreprise pour être tout seul dans son coin. Merci à tous les trois d'avoir participé sur notre antenne dans le cadre du Sky Business Day à Saint-Quentin-en-Yvelines à cette émission, cette table ronde. Il est bien sûr possible de revoir l'intégralité de vos interventions sur notre site internet en replay. Les sites internet de vos différents groupes aussi sont affichés pour celles et ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. Et puis, chef d'entreprise, si vous nous suivez, vous pouvez aussi vous tourner vers Saint-Quentin-en-Yvelines et puis le Ski Cube qui regroupe incubateurs, maisons d'entreprise, outils de financement aussi. Et là, les informations s'affichent à l'écran. À très bientôt sur TV78.